Salut, c'est Vince. Bienvenue sur Histoire de vinyle, bonne rentrée pour celles et ceux qui sont concernés, belle fin d'été pour les autres, et puis vous l'avez vu sur la miniature, je vais consacrer une capsule dans la série Un jour un groupe à Cannes. Le groupe ouest-allemand, bien sûr, du début des années 70 principalement, qui a eu une influence considérable, que je considère comme un des très très grands groupes, dont j'ai un très grand plaisir à réécouter la plupart des albums. Donc avant tout, bien sûr, pensez à vous abonner, pensez à partager le lien, et puis voilà, et puis allons-y. Alors le groupe Cannes, comme vous le savez, dans ces capsules, généralement je vous présente des groupes dont j'ai la majorité des vinyles dans la discothèque, en tout cas les vinyles qui ont été produits, qui sont sortis pendant la période d'activité du groupe. Cannes n'échappe pas à la règle après la dissolution du groupe, et en particulier dans les années 1990-2000, vous avez tout un tas de trucs qui sont sortis, et ça c'est pas terminé. Il y a encore un live qui vient de sortir très très récemment. Si vous avez les moyens pour un vinyle simple, sans information ni quoi que ce soit, de mettre 40 €, allez-y, mais moi personnellement non. Donc je ne vous parlerai donc que des albums que j'apprécie. Il y a des albums, bien sûr, dans la période dont je vais parler, parce que oui, c'est un petit peu comme le groupe Hawkwind, dont je vous ai parlé dans une capsule précédente. Moi, la période d'or, c'était 1969-1975, même si ensuite, je l'ai déjà dit, Hawkwind va produire des albums fantastiques. Pour Cannes, c'est pareil, la grande période, c'est 1969-1974. Après, ils vont faire des choses qui ne m'intéressent plus. Et puis, même dans cette période, comme d'habitude sur la chaîne, il y a des choses que j'ai dans la discothèque, mais que je n'apprécie pas, que je ne montre donc pas. Et puis il y a des choses que j'ai, que j'apprécie, mais que je n'ai qu'en CD. Et les CD, je ne les montre pas. On est là pour regarder les vinyles. Donc voilà. Cannes, c'est un groupe un petit peu particulier, dans le sens où les fondateurs du groupe, Irmin Schmidt et puis Holger Czukay, l'un qui deviendra organiste du groupe et l'autre le bassiste, ont déjà la trentaine. Et en plus, ils sont installés, ils sont professeurs de musique, etc. Et en plus, leur univers musical n'est pas du tout celui du rock. En fait, ils ont une culture qui est plutôt tournée vers le jazz et la musique contemporaine. Irmin Schmidt, lui, il a grandi en quelque sorte dans la musique d'Olivier Messiaen. Ils ont suivi tous les deux des cours en Allemagne, des cours de musique dispensés par John Cage et puis Pierre Boulez, excusez du peu. Bref, ils sont très très loin de l'univers rock, jusqu'à ce qu'ils ne rencontrent un de leurs étudiants qui est Michael Caroli, qui va jouer de la guitare dans le groupe, qui est très influencé par la musique, en particulier en provenance des États-Unis. Ça va s'entendre dans son jeu de guitare qui est très très acide. Donc lui, il va leur présenter, il va leur faire écouter le Velvet Underground, les Mothers of Invention, et donc ils décident tous les trois de former un groupe. Ils vont s'adjoindre les services d'un batteur, bien sûr, indispensable, et surtout quand on connaît la musique de Cannes, bien entendu, c'est Michael Lipsyte, qui lui est un batteur de free jazz. Alors, je vous répète, et si vous connaissez la musique de Cannes, le jeu de batterie qui est fondamental, il est on ne peut plus épuré, dans le sens où c'est la substantifique moelle du rythme que vous entendez dans Cannes. Et c'est ce qui fait tout l'attrait de la musique de Cannes, cette musique répétitive, obsédante, propice à la transe, clairement. Bref. Donc voilà un petit peu l'ossature, et puis vous rencontrez, bien entendu, c'est toujours une histoire de rencontre de toute façon, un Afro-Américain, états-unien, Malcolm Mooney, qui lui n'est pas du tout chanteur, mais qui va devenir le chanteur du groupe. Et ils vont commencer comme ça, petit à petit, à répéter, à l'invitation d'un châtelain, dont le château, je crois que c'est Schloss Rovenrich ou quelque chose comme ça, va les inviter à jouer de la musique lorsqu'il organise des petites fêtes dans son petit château, le petit monsieur, enfin bref. Et puis surtout, il a un studio. Et ils vont enregistrer, les premiers enregistrements datent de 1968, ils sont parus en 1980 sur un album que je ne présenterai pas, qui est Delay, c'est une collection de titres d'enregistrement très précoce du groupe, pas sans intérêt, mais que je n'ai qu'en CD de toute façon, et puis, bon, pas très emballé personnellement, mais c'est vite. Ensuite,
c'est tout ce qui est... C'est très intéressant, c'est que après ces premiers enregistrements, ils vont s'y mettre très sérieusement. Et la particularité du groupe, c'est qu'ils enregistrent sur un 2 pistes. Il faut savoir que, c'est pour ça aussi que je m'arrête en 1974, alors c'est pas la raison principale, pas du tout, vous avez compris, c'est qu'ils vont enregistrer sur un 2 pistes jusqu'en 1974, puis après ils vont passer à autre chose, mais surtout le 2 pistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment à chaque fois, les enregistrements en studio sont dans les conditions du live. Donc, en dépit de la qualité d'ingénieur, entre guillemets, du son de Holger Souquet, le bassiste, qui lui a cette capacité justement à donner un son tout à fait particulier, et ce son tout à fait particulier, vous allez l'entendre dans leur premier album officiel, qui est autoproduit, qui est Monster Movie, sur Scheiss House Records. J'ai déjà évoqué cet album, j'ai déjà présenté cet album, hein, qui est le pressage original, donc c'est paraît-il, un collector, bon peu importe. C'est un album absolument fantastique. Pour les collectionneurs, il sera très vite. Ces bandes sont très vite récupérées par Liberty Records. Et d'ailleurs, il existe très vite une nouvelle édition avec la même pochette où vous avez indiqué ici Liberty Records, ce qui n'est pas le cas ici. Et pour les il y a une deuxième pochette qui est la plus connue, qui est celle qui circule le plus facilement et que vous pouvez trouver le plus facilement. Vous avez une espèce de Goldorak là sur la pochette. Mais la musique, parce que c'est ça qui m'intéresse, quelque part la musique c'est pas tant... Bon bref, Father Cannot Yell, le premier titre, ça y est, vous êtes parti, vous avez compris que la basse va jouer un rôle extrêmement important. Alors même si là la ligne de basse est un petit peu plus sophistiquée que ce qu'elle sera sur certains morceaux, vous avez cette batterie qui va effectivement, qui va scander en quelque sorte et qui va faire que tout va être réduit à l'essentiel, dans le rythme. C'est quasiment une musique païenne, voilà, de sabbat en quelque sorte, tribal quelque part, même si tout ça, ça ne veut pas dire grand chose, mais vous avez cette espèce de transe, de mouvement, de répétition, voilà, de ce côté minimaliste, répétitif, d'avant-garde, eh bien, il est accentué par la voix de Malcolm Mooney en particulier, le fait qu'il répète en permanence quasiment les quelques mots, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de riff de guitare. Dans Can, il n'y a pas de riff de guitare. La guitare, elle est en improvisation, en permanence. Caroli, il est absolument brillant, et effectivement, sur ce premier album, sa guitare elle a des accents extrêmement acides, d'acid rock, tout à fait fantastique. Alors, le problème, donc, je crois qu'il n'y a rien acheté dans cet album. La deuxième phase est occupée par un titre unique qui aurait été enregistré donc, en live dans ce fameux château, je peux le lire d'ailleurs, c'est bien le Schloss Norvenich, voilà. C'est You Do Right avec le... en fait, il y a quelques phrases qui sont répétées comme ça pendant tout le morceau par Malcolm Mooney. C'était un titre absolument fantastique. Bref, Malcolm Mooney, il se trouve lors d'un concert donné dans ce château, eh bien, à un moment donné, il va capter comme ça quelques mots, phrases qui sont dites dans le public, et il va commencer à scander, et les musiciens vont l'accompagner dans ce... Sauf que lui, il va répéter en permanence, et pendant tout le morceau, ces phrases, et eux, ils vont s'arrêter de jouer, et lui, il va continuer. Ils avaient deux sets prévus, donc il joue une première fois, puis il jouait une deuxième fois, et lui, il s'est pas arrêté entre les deux sets. Et il a continué, et eux, ils sont revenus. Et le problème, c'est qu'il a fait alors, est-ce qu'il y a eu des substances quelconques qui ont été prises? Bref, il semblerait qu'il ait fait une dépression, qu'il est allé voir un psychiatre. Le psychiatre lui a dit, mon gars, non, cet univers, c'est pas fait pour toi, il faut que tu rentres à la maison. Et c'est ce qu'il fait. Malcolm Mooney retourne aux États-Unis, et donc les voilà sans chanteur. Bref, attendons, il se passe autre chose entre-temps. Ils sortent en 1970, c'est l'enregistrement suivant de Can, qui est Soundtracks.
Effectivement, comme ils sont dans un univers d'avant-garde, voilà, ils rencontrent non seulement des musiciens, des artistes et des cinéastes qui font du cinéma d'avant-garde, et donc ils vont enregistrer, ils vont créer plusieurs titres, plusieurs morceaux qui vont accompagner ces films relativement obscurs, underground, et ce qui va donner l'occasion de cet album, Count Soundtracks, qui encore une fois, comme le premier, existe sous plusieurs pochettes. Alors c'est un album, bien sûr, qui n'est pas un album studio à proprement parler, qui est plus une compilation de titres. Sur cet album, il y a 2 titres où Malcolm Mooney est toujours présent. Et puis vous allez pour la première fois pouvoir entendre cet album par en 1970, je le répète, et bien d'Amos Suzuki, qu'ils ont rencontré dans la rue a priori, je ne sais plus si c'est Irving Schmidt, Holger Souke, enfin bref, et puis voilà, ils vont l'inviter, et lui il va transformer clairement le son de Cannes, même si l'essentiel est là, qui va être accentué en quelque sorte. Quel est l'intérêt de cet album? Je dois avouer que j'aurais pu ne pas vous le montrer, mais tout de même, sur la deuxième phase, vous avez le titre le plus long, vous avez Mother Sky, qui dure plus de 14 minutes, avec la voix qui est un magnifique titre psychédélique. Alors, encore une fois, il faut le prendre dans le sens canien, d'accord, parce que, voilà, absolument fantastique. Et donc, alors c'est vrai qu'il y a des titres qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais rien que pour Mother Sky, je vous conseille vivement de vous procurer, si vous ne le connaissez, cet album. Bien sûr que tous les albums de Cannes ont été réédités, ce n'est pas la peine de le dire. Le deuxième album studio véritable du groupe, ça, c'est pour moi le monument, avec le premier probablement, qui existe encore une fois sous différentes pochettes, selon les éditions allemandes, anglaises. Alors l'édition française qui doit être celle-ci, il n'y a pas de différence avec l'édition allemande. Bien sûr, c'est Tago Mago qui paraît en 1972. Donc avec cette pochette voilà, unique, mémorable. Et là, bien sûr, Damo Suzuki est au chant. Et son chant n'est pas du tout le même, il n'y a pas ce côté omniprésent, mais il va avoir ses accents, et puis cette voix qui est posée, il donne une dimension un petit peu, il a quelque chose d'extrêmement physique et sensuel, Damo Suzuki, dans sa présence sur scène. Il existe plein de vidéos, et puis dans sa façon de chanter. La première phase, Paper House Mushroom, oh yeah, voilà. Et tout, Alléluia. C'est un double album qui est Tago Mago absolument indispensable. C'est un des très très grands albums du rock allemand, du rock en général, du début des années 70. Alors je ne l'ai peut-être pas évoqué, mais effectivement les albums de Cannes ne sont pas forcément les albums les plus... voilà, sont pas faciles d'accès. Il y a les inconditionnels de Cannes, et puis il y a, eh bien, peut-être parmi vous, eh bien, Cannes, j'y arrive pas. Moi, je fais partie de la première catégorie, c'est évident, même si, encore une fois, je ne suis pas un inconditionnel absolu, puisqu'il y a des albums que je ne peux pas écouter. Je ne trouve pas intéressant. Mais Tago Mago, 1972, waouh! Alors, il faut savoir que Tago Mago ne se vend très très peu. La plupart des albums, les premiers albums de Cannes, si vous voulez vous les procurer en pressage original, à moins d'avoir la chance, comme moi, j'ai eu la chance de les trouver à des prix extrêmement modiques dans les années glorieuses où ça se trouvait encore assez facilement sur les vides-greniers. Bref, mais aujourd'hui, voilà. Heureusement, tout ça a été réédité, et pour notre plus grand bonheur. Album suivant. Celui-ci va avoir du succès, il va se vendre à 200 000 exemplaires, je crois, ne serait-ce qu'en Allemagne. Parce qu'effectivement, là, les titres sont un petit peu plus courts, et puis il y a quelques titres très très courts qui vont avoir un succès immédiat. C'est Ege Babiasi, qui sort en 1973, toujours sur United Artists, avec effectivement sur la pochette interne, vous avez une citation de Shakespeare qui dit bon, bah, celui qui n'est pas habité de musique, ou bien qui n'est pas sensible à la musique,
est destiné voilà, à la perdition en quelque sorte, je résume. Alors il y a des titres effectivement comme Vitamin C, voilà, qui est un titre qui vont sortir en 45 tours et qui va avoir un certain succès. Et puis des titres aussi assez formidables comme Pinch et puis Spoon. Spoon, c'est un autre titre court, pareil, qui a un impact immédiat. Et voilà, Can va commencer à s'orienter vers quelque chose d'un peu plus accessible, dirons-nous. Par quoi faut-il commencer par, si vous ne connaissez pas Can et que vous n'allez pas, voilà, redouter d'être un peu rebuté par la musique. Peut-être qu'Ege Bamiasi, c'est un album qui est une bonne voie d'entrée dans la musique de Can. Superbe album. Ege Bamiasi sur United Artists. En la même année, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, sort un album que je n'apprécie pas. Tout commence à changer un petit peu dans la musique et je trouve que l'album suivant qui est Future Days manque de cohérence. Et je dois vous avouer que j'aurais très bien pu m'arrêter à Ege Bamiasi, mais je vais sauver le suivant. Et quelle prétention, c'est quoi des prétentieux pour la deuxième phase. Celui-là. Soon Over Babaluma. Avec cette pochette superbe argentée, 1974, qui sort en 1974, et c'est véritablement pour moi le dernier album que voilà, je peux écouter de Can. Il est sauvé cet album pour la deuxième phase, avec ces deux titres absolument sublimes qui s'enchaînent parfaitement, ça tombe bien parce que le premier s'appelle Chain Reaction qui dure plus de 11 minutes, et Quantum Physics, et voilà, c'est une pure merveille. La première phase est décevante. Il faut savoir que Damo Suzuki est parti après l'enregistrement de Future Days. Donc là, ils ne sont plus que 4. Et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que c'est le guitariste, Michael Caroli, qui chante sur les morceaux. D'ailleurs, il tente un petit peu d'avoir les accents de Damo Suzuki, même si c'est totalement impossible, mais on sent bien qu'il essaie dans les voix de lisser un petit peu les angles. Bref, pour la deuxième phase, je pense que cet album mérite d'être redécouvert. Et puis en fait, en termes d'album studio, moi les suivants, Landed, etc., je crois que ce n'est plus intéressant de mon point de vue. Encore une fois. Alors, malgré tout, je vous ai dit tout au début, en introduction, il y a des kilos d'albums qui sont ressortis dans les années 2000 en particulier, des lives de 1975 en particulier, on a toute une série, et puis des compilations diverses et variées, bref. Parmi celles-ci, qui ne sont pas très intéressantes, mais tout de même, parce qu'elle propose des enregistrements de 1969 et de 1970, elle avec à la fois Malcolm Mooney et puis Damo Suzuki, dont des lives, alors à la fois à la radio, aussi des phases B de cette période assez glorieuse, Radio Waves, voilà. C'est intéressant, l'enregistrement est correct, bref, mais, et c'est la dernière chose que je vous montrerai, concernant Can, il y a ce coffret, que là, pour le coup, moi, je trouve... alors, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, de comparer les Lost Tapes de la deuxième album des Doors, comparé à Strange Days, l'album studio. Bon, bah là, ce sont aussi des Lost Tapes, c'est un coffret 4 vinyles. Can, The Lost Tapes, 1968-1975. Et là où, effectivement, vous avez tout un tas d'enregistrements inédits, pour le coup, qui ont été remasterisés par Hermin Schmidt, qui, lui, écrit le texte du livret. Et il y a un superbe livret dans lequel vous apprenez beaucoup des conditions d'enregistrement. Il est à la fois en anglais et en allemand, ce livret. Pour le coup, je trouve que c'est un superbe album. C'est un album, mais c'est un superbe... Il y a un petit poster à l'intérieur. Alors, c'est pas véritablement un truc de collectionneur, puisque moi je l'ai surtout, on me l'a offert. Donc je l'ai surtout pour son contenu, je l'ai dit, des inédits, beaucoup depuis la période Malcolm Mooney jusqu'à 1975. Je pense que ça vaut le coup
d'écouter ce coffret qui est absolument fantastique, remasterisé comme je le disais. Voilà, Kahn, comme je l'indiquais en tout début, il a eu une influence considérable. Il y a énormément de groupes de post-punk, etc., qui sont réclamés de Kahn. Il y a énormément de groupes actuels qui continuent de se réclamer de Kahn. C'est vraiment une pierre d'angle dans l'histoire du rock allemand. La plupart des informations que je vous ai données, je les ai puisées dans eh bien, le chapitre qu'a consacré Julian Kopp dans son livre Krautrock Sampler, consacré bien sûr au groupe Kahn. Donc, voilà, c'est sous caution de ce que nous raconte M. Julian Kopp, dont j'ai déjà parlé, grand musicien, multi-instrumentiste anglais, enfin bref, Vince, it's me, cares about you, à la prochaine, salut.